choisi de me pencher sur les modèles explicatifs qui ont tenté d'expliquer cette forte association et de voir est-ce que finalement ces modèles permettent un peu de guider, d'aider la prise en charge pour lequel on a encore finalement peu de niveau de preuve. Au niveau épidémiologique, c'est une association donc très forte. Je plus une diapositive pour illustrer et insister sur l'importance de ce sujet. Sur vie entière, on retrouve qu'environ, en population générale, cette étude de cohorte américaine, comme la NCS, retrouve que la moitié des sujets qui ont présenté une addiction dans leur vie ont également présenté un trouble psychiatrique. Et de manière réciproque, la moitié des patients qui ont présenté un trouble psychiatrique dans leur vie ont déjà présenté aussi une addiction, ce qui fait un risque multiplié par 2,4 de présenter une addiction en cas de trouble psychiatrique. Sur l'année écoulée, cette fois-ci, si on ne considère pas la vie entière, mais les 12 derniers mois, il y a 43% des sujets qui ont présenté une addiction pendant cette année, qui ont également présenté des critères d'un trouble psychiatrique, des symptômes de troubles psychiatriques, et 15% des sujets qui ont présenté un trouble psychiatrique dans l'année qui ont présenté une addiction. Encore une fois, un risque multiplié par 2. Enfin, notre ratio autour de 2. La comorbidité addictive, je me suis donc penchée sur 2 troubles particulièrement fréquents, qui sont le trouble dépressif, parmi les troubles psychiatriques, et l'alcoolodépendance, qui sont aussi Moi, je travaille dans une unité qui reçoit essentiellement des personnes qui viennent pour des problèmes d'alcool ou des troubles du comportement alimentaire. Et donc, on retrouve qu'il y a un risque multiplié par 2 lorsqu'on a eu un épisode dépressif majeur dans l'année écoulée, de présenter un problème d'alcool, que ce soit un abus ou dépendance, par rapport à la population générale. Et cette association, il y a des facteurs confondants que sont les autres comorbidités psychiatriques qui pourraient expliquer l'association, les caractéristiques sociodémographiques, mais l'association persiste après ajustement sur ces critères. L'autre raison pour laquelle c'est important, c'est que les 2 troubles aggravent le pronostic de l'autre, enfin de chacun. Ainsi, les personnes qui présentent un trouble dépressif vont avoir un pronostic aggravé si elles ont un problème d'alcool également. Et inversement, les personnes qui présentent un problème d'alcool vont avoir une évolution de leur trouble aggravée si elles ont également un trouble dépressif. C'est le cas sur la symptomatologie, mais ça perturbe aussi la prise en charge avec moins d'efficacité des traitements, un retard à la prise en charge. Ce qui est très important aussi, c'est au niveau des tentatives de suicide, avec beaucoup plus de passages ça augmente le risque de passage à l'acte, probablement en agissant sur l'impulsivité, en augmentant l'impulsivité, et une augmentation du risque de rechute. C'est un tableau très, très complet, c'était l'idée générale que je voulais transmettre. Donc c'est un schéma, c'est très schématique, c'était pour essayer de voir un peu par quel abord on pouvait expliquer cette association. D'abord en amont, il peut y avoir des facteurs de vulnérabilité communs qui vont expliquer à la fois le développement d'une dépression ou le développement d'un problème d'alcool. Juste une parenthèse, quand je parle d'alcoolisme, c'était pour être plus rapide, je parle des troubles liés à l'usage d'alcool, donc des abus ou dépendances. L'autre possibilité, c'est que un trouble favorise l'autre. Par exemple, que la dépression augmente le risque de problème d'alcool par un phénomène d'automédication, dit d'automédication, ou que l'alcoolisme augmente le risque de dépression par les effets dépressionnels de l'alcool. Une autre possibilité, c'est que les complications, par exemple, de la dépression, c'est elles qui vont augmenter le risque d'alcool. Donc ça, c'est schématiquement les différentes possibilités pour expliquer l'association, en sachant que bien sûr, chez un patient, c'est toujours une possibilité que ce soit une association fortuite, mais que le risque d'avoir les 2 troubles dans l'année, de manière fortuite, est de 0,01, donc c'est beaucoup plus faible que ce qu'on observe en population générale. Donc, j'ai d'abord je me suis penchée sur l'hypothèse de l'automédication, qui est un modèle qui a été développé dans les années 80 par Candian, qui postulait que les patients qui présentaient un trouble psychiatrique avaient des problèmes addictifs parce qu'ils tentaient de soulager leurs symptômes psychiatriques. Et il postulait que les
produit utilisé donc, était choisi en fonction des symptômes perçus. Quelqu'un qui présentait des troubles anxieux allait plutôt choisir un toxique anxiolytique, par exemple l'alcool. Beaucoup d'auteurs critiquent cette théorie, d'abord parce qu'il y a finalement dans les études, peu d'arguments qui vont dans ce sens, et qu'en plus, ce n'est pas anodin par rapport aux patients et par rapport à la prise en charge. Donc l'autre raison pour laquelle je pense que cette hypothèse m'a intéressée et j'ai voulu me pencher un peu plus dessus, c'est que c'est quand même un argument souvent invoqué par les patients pour expliquer leur consommation, pour justifier que d'abord ce qu'ils souhaitent, c'est qu'on prenne en charge leurs troubles dépressifs et que finalement, une fois qu'on aura pris ça en compte, on prendra dans un deuxième temps le problème de l'addiction. Les arguments qui vont contre cette théorie, c'est que finalement, le postulat comme quoi en fonction de la pathologie, on aurait plutôt tel type d'effet psychotrope n'est pas vérifié. Que le choix de l'toxique n'est pas influencé par le type de pathologie ou d'épisode de polarité, par exemple d'épisode dépressif ou maniaque dans le trouble bipolaire. Qu'enfin, les effets à court et à long terme des substances addictives sont très différents. L'alcool est au départ plutôt anxiolytique, mais à long terme, il a un effet anxiogène. Donc c'est aussi compliqué de parler d'automédication, pour conclure. Et enfin, que les antidépresseurs ne sont pas efficaces sur le taux d'abstinence chez les patients alcoolodépendants qui sont déprimés. Donc ça, c'est des arguments qui seraient plutôt contre cette hypothèse. Et ce qu'on pourrait suggérer, c'est que l'automédication agirait plutôt dans l'initiation de la consommation que vraiment dans le développement d'une dépendance. Un avantage de ce modèle théorique en clinique, c'était de pouvoir déculpabiliser le patient, déstigmatiser, mais le problème, c'est aussi de renforcer ses croyances, de risquer de retarder la prise en charge des addictions en minimisant l'effet, par exemple, de l'alcool sur l'humeur, et de renforcer. Une autre hypothèse ou un autre facteur qui peut jouer, c'est l'effet dépressogène de l'alcool. Choukit a beaucoup insisté sur cette action en disant, notamment dans un de ses articles, il cite que 90% des dépressions induites, c'est-à-dire qu'ils secondaires à l'alcool, seraient résolutives par le sevrage. Alors, ça aussi, c'est assez discuté pour plusieurs raisons. D'abord, les dépressions induites représentent seulement 4,6%, une faible proportion des dépressions comorbides d'une addiction, des personnes qui ont présenté une addiction sur l'année. Enfin, le risque de récidive dépressive est comparable, que la dépression soit induite ou qu'elle soit primaire. Enfin, l'efficacité du traitement antidépresseur est comparable de la même manière que la dépression soit primaire ou secondaire, c'est-à-dire induite. Donc ça, c'est des arguments qui vont plutôt contre cette hypothèse. Et comment on peut expliquer les forts pourcentages que Choukit ou d'autres auteurs citent, c'est peut-être au niveau de la définition qui est une définition large de l'épisode de la dépression, et qu'en partie, l'alcool sera surtout responsable de troubles dysphoriques, d'une aggravation du trouble thymique, du trouble dépressif, mais pas vraiment de l'épisode dépressif lui-même. L'avantage de ce modèle, c'est de valoriser le sevrage comme première démarche de soins. L'autre l'autre conséquence importante, c'est de ne pas surtraiter des patients avec des antidépresseurs, puisque de toute façon, de manière spontanée, la dépression disparaîtrait avec l'arrêt de l'alcool. Et enfin, de renforcer l'efficacité des antidépresseurs. Donc une troisième possibilité, c'est le terrain commun de vulnérabilité. Tout d'abord, on avait parlé du modèle trivarié, ça peut être effectivement des facteurs sociaux, que ce soit l'isolement, la pauvreté, par exemple, peuvent à la fois augmenter le risque de dépression, mais aussi augmenter le risque d'un trouble addictif, d'un problème d'alcool, les antécédents de troubles d'addiction dans la famille. Il y a des facteurs psychologiques, on avait parlé tout à l'heure des facteurs confondants que sont les comorbidités psychiatriques, et
notamment les troubles de personnalité. Pardon, je vais... Oui. Voilà. Les traumatismes, les abus sexuels sont très fréquents dans ces deux populations, dépressives et dépendantes à l'alcool. Enfin, il y a les facteurs génétiques. Ce n'est pas un effet pléiotrope, ce n'est pas un même gène qui va augmenter le risque des deux troubles. Mais par contre, les études de jumeaux montrent que lorsqu'on a un épisode dépressif majeur chez un jumeau, on augmente le risque d'alcool-dépendance associé s'il y a un épisode dépressif majeur. De la même manière, quand on a un problème d'alcool chez un jumeau, d'alcool-dépendance, on augmente le risque d'épisode dépressif majeur chez l'autre jumeau s'il a une alcoolodépendance. La place, donc je voulais insister sur la place du stress, bon, je vais pas trop, qui est importante aussi probablement dans cette association. On sait bien que les stress précoces augmentent le risque de troubles dépressifs, d'addiction, que de la même manière, les événements de vie stressants vont augmenter le risque de rechute, que l'axe hypothalamo-hypophysaire, corticotrope, est aussi impliqué dans ces deux troubles. Et voilà, beaucoup d'arguments pour le rôle du stress dans cette association. Donc c'est une origine multifactorielle, bien sûr. Je insiste sur les modèles trivariés, on en a parlé tout à l'heure. Enfin, c'est un groupe, les patients qui présentent à la fois une comorbidité alcoolique et dépressive, c'est un groupe hétérogène et que probablement le poids des facteurs de vulnérabilité varie d'une personne à l'autre. Il y a peu d'études prospectives pour vraiment donner une réponse à cette question sur quels sont les facteurs qui expliquent l'association. Et finalement, la plupart des études aussi sur le double diagnostic sont penchées sur la schizophrénie, un peu sur les autres troubles psychiatriques. Juste pour l'implication, c'est ma dernière diapositive sur la prise en charge. Donc, j'insiste sur la dépendance. Ce qu'on vient de présenter permet d'insister sur l'importance de développer des structures qui permettent de développer une prise en charge intégrée des deux troubles, et de bien dépister un problème dépressif quand on a un problème d'alcool et inversement, de ne pas passer à côté. Qu'il ne faut pas banaliser ni diaboliser l'utilisation des antidépresseurs chez le patient qui présente un problème d'alcool, pour plusieurs raisons. D'abord parce que s'il observe que son humeur va s'améliorer quand il arrête l'alcool, ça va pouvoir aussi renforcer sa motivation au sevrage, et puis parce que l'efficacité est finalement relativement comparable dans les deux, qu'il y ait ou pas un problème d'alcool. Et enfin, et bien sûr, de surveiller le risque d'effets indésirables. L'autre chose, c'est d'adapter, à la fois il faut adapter la prise en charge médicamenteuse, mais aussi adapter la prise en charge psychothérapeutique et sociale à ces patients, chez cette sous-population. Voilà, donc beaucoup de l'importance, encore une fois, on a peu de niveau de preuve de faire plus d'essais contrôlés randomisés sur les différentes prises en charge thérapeutiques qui existent et leur efficacité chez ces patients-là. Merci.